Salut, vous êtes sur Ma Bulle PMA et vous êtes peut-être à la recherche de réponses concernant la procréation médicalement assistée. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du fonctionnement d'un cycle en PMA, comment se déroule un protocole. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes pathologies, ni des différents types de traitements, insémination, FIV ou induction simple. Voilà, tout ça est très bien expliqué sur des sites type FIV.fr avec des schémas à l'appui, des vidéos de spécialistes, donc je ne vais pas répéter des choses qui sont mieux dites ailleurs. Donc ce que je voulais réellement aujourd'hui, c'était vous décrire, étape après étape, comment va se dérouler un cycle quand on est en PMA, et vous donner des petits conseils au niveau organisation. Parce qu'effectivement, peu importe la solution choisie, que ce soit une induction simple, une insémination ou encore une FIV, le protocole varie peu. C'est-à-dire qu'il y a une stimulation de la femme, puis une rencontre ovule spermatozoïde, et puis l'attente jusqu'à la prise de sang. Donc le premier jour du cycle, ça va être le premier jour de vos règles. Généralement, les centres de PMA souhaitent que vous leur passiez un petit coup de fil pour dire bah, c'est bien aujourd'hui mon J1. Alors ce coup de fil, il va eux leur servir d'entrée dans l'ordinateur Madame Machin, J1, telle date, et ils vont pouvoir vous donner le go pour commencer votre protocole dont vous avez déjà parlé avec un médecin et dont vous avez déjà l'ordonnance. Alors ensuite, les choses sérieuses commencent. Donc vous allez commencer entre J3 et J6, selon le protocole choisi, par des injections donc d'hormones, dans le but de faire maturer vos ovules. Ces injections ont lieu à heure fixe et se conservent au frais. Ensuite, donc, il peut toujours y avoir des petites variations selon le protocole choisi par rapport à votre souci de fertilité. La plupart du temps, vous avez des monitos, donc des échographies et des prises de sang à faire régulièrement. C'est votre centre qui vous indiquera quand les faire en fonction du jour du cycle et du résultat de la précédente échographie et de la précédente prise de sang. Donc vous êtes stimulé un petit peu tous les jours dans le but de faire maturer vos ovules. On contrôle tout ça avec des échographies la plupart du temps par voie vaginale et des prises de sang qui vous donnent tout un tas de taux d'hormones que les médecins mettent en corrélation avec l'échographie. Puis arrive le jour fatidique de l'ovulation. Donc ça, ce sont les médecins, pareil, au vu de l'échographie de prise de sang, qui vous diront on déclenche via une injection l'ovulation. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Donc, pour les stimulations, alors il y a différentes marques. Voilà un exemple. Vous avez votre petite trousse. Toc. Et dans la trousse, vous avez une sacrée notice et le stylet. Voilà. Donc en fait, le stylet donc contient ici l'hormone sous forme liquide. Vous allez rajouter ici la partie piqûre. Vous avez des graduations. On tourne, on appuie sur le bouton une fois que on s'est mis l'aiguille dans le bidou. Voilà, tout ça est très bien expliqué. Moi, comme je le dis souvent, alors je suis pas infirmière, je suis pas médecin, je vais pas vous donner de conseils à ce niveau-là. Le mieux, c'est peut-être de voir directement avec votre gynécologue. Certains vous montrent la bête et vous montrent comment ça fonctionne. Certains vous renvoient vers le pharmacien, et sinon d'autres vous conseillent une première injection par une infirmière. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le concept de vous piquer vous-même, ça peut être bien de commencer par une infirmière qui vient un soir, ou deux, ou trois, enfin peu importe, et qui vous montre comment vous piquer. Après, comme nous l'a si gentiment fait remarquer un médecin en réunion de présentation PMA, il y a des enfants qui sont diabétiques, qui se piquent tous les jours, donc mesdames, vous allez y arriver. Donc en vrai, oui, c'est pas si sorcier que ça de se piquer, même si c'est un petit côté un peu rebutant comme ça de s'enfoncer une aiguille. Après, elle est minus, hein. Dans le ventre. On prend vite le pli, on prend vite l'habitude, donc pas de panique à ce niveau-là. Et je dis ça, et j'avais super peur des piqûres à la base, hein, donc c'est pour dire, je reviens de loin. Pour le jour du déclenchement de l'ovulation, donc pareil, c'est donc une grosse boîte, ici de l'eau vitrelle, et même fonctionnement, donc vous avez la petite piqûre à mettre dans le stylet, tchouk tchouk tchouk. Là, la seule différence, c'est que ce stylet va servir en une fois. Au moment de l'ovulation, c'est une grosse dose que vous vous injectez.
Voilà, et lui est déjà pré-rempli. Vous n'avez pas... Donc lui, il a déjà la dose dedans. Vous n'avez pas à insérer de capsule au moment où vous l'achetez. Et ça se conserve également au réfrigérateur. Et ça se fera aussi à heure fixe. Toutes les injections, réfrigérateur, heure fixe. Donc si on fait simple, vous avez déclenché l'ovulation, on va vous indiquer au bout de combien de temps il faut vous rendre dans votre centre PMA pour l'insémination ou la FIV, ou au bout de combien de temps il faut avoir des rapports avec votre conjoint si vous êtes dans le cas d'une induction simple. En tout cas, au niveau des étapes, vous avez été stimulé, on déclenche l'ovulation, et ensuite c'est rencontre avec les spermatozoïdes et on l'espère fécondation. Une fois que la ponction a eu lieu, ou l'insémination, ou le rapport sexuel programmé a eu lieu, en tout cas une fois qu'il y a eu rencontre ovule-spermatozoïde, on va vous prescrire pour la suite la suite du protocole, certainement un complément hormonal. Ensuite, il y aura environ 2 semaines, plus ou moins, d'attente, entre 10 jours et 2 semaines, d'attente avant de pouvoir faire votre prise de sang qui va vous indiquer, donc prise de sang de bêta-HCG qui va vous indiquer si la grossesse a débuté ou pas. Alors, si le résultat est positif, youpi youplaboum, c'est en bonne voie, c'est bien qu'il y a eu fécondation. D'autres prises de sang vont vous être prescrites pour vérifier la bonne évolution du taux et donc la bonne évolution de ce début de grossesse. Si le résultat est négatif, malheureusement, c'est que ça n'a pas fonctionné pour ce cycle-là. Du coup, votre centre va vous indiquer la marche à suivre. Il y a 2 possibilités. Certains centres imposent un cycle de pause. Donc c'est ce que j'ai connu moi dernièrement pour les dernières tentatives. Donc du coup, on est en protocole qu'1 mois sur 2, le corps se repose l'autre mois sur 2, bon, voilà. Et après, d'autres centres, eux, enchaînent sans cycle de pause. Voilà, j'ai pas spécialement d'avis sur la question, de toute façon, c'est dépendant du centre dans lequel vous êtes, donc j'ai envie de dire, vous faites bien comme ils vous disent. Donc tout ça sont les grandes lignes. Après, pour chaque étape, il y a des petites subtilités au niveau organisation, sinon ce serait pas rigolo. Donc voici mes conseils pour que l'organisation ne vous rajoute pas du stress en plus de tout ça. Alors déjà, dès qu'on a son ordonnance, avant le J1, début du cycle, on fonce à la pharmacie et on récupère tout son traitement. Du début à la fin du protocole, même si ça fait une quantité impressionnante de médicaments. Car certains produits, notamment les injections, qui se conservent au réfrigérateur et puis qui sont pas, enfin voilà, c'est pas du Doliprane, on va dire que ça sert pas à la plupart des gens. Donc beaucoup de pharmacies ne les ont pas en stock. Donc si vous y prenez à la dernière minute et qu'il faut vous piquer ce soir, il se peut que la pharmacie vous dise ben non, je l'aurai que demain. Et voilà, ça met du cafouillis dans votre démarrage de protocole. Donc on va à la pharmacie, dès le début du protocole, récupérer tout le contenu de l'ordonnance. Donc ensuite, j'ai dit tout à l'heure, les injections se conservent au réfrigérateur et se font à heure fixe. Jusque-là, ok, tout va bien. Alors, heure fixe, c'est plus ou moins une demi-heure. On n'est pas non plus... voilà. Ça va vous demander d'anticiper un peu, puisque les injections, selon comment vous réagissez au traitement, peuvent durer 2 à 3 semaines. Dans ces cas-là, jetez un œil à votre planning. Si vous avez une réunion qui va tarder un soir et que vous savez que vous n'êtes pas rentré chez vous avant 20h, et bien vous calez pas une heure d'injection à 19h. À l'inverse, si c'est un mois où vous allez beaucoup sortir, voir beaucoup d'amis, et que vous n'avez pas forcément envie de trimballer votre petite trousse verte à caler dans le frigo des copains et de devoir leur expliquer le pourquoi du comment à l'apéro, prévoyez un horaire, soit plus tôt, soit beaucoup plus tard, mais il va falloir s'y tenir pendant tout le cycle. Ensuite, donc conservation au frais. Bon, on a tous un frigo chez nous, donc les injections dans le frigo, rien de sorcier. Le souci, c'est que si vous devez voyager, alors pas forcément partir aux Seychelles, mais ne serait-ce que partir à 3 heures de chez vous, injection en dehors du frigo, donc voir avec votre pharmacien, il sera le plus à même de vous donner des conseils, moi je veux pas vous dire de bêtises. Je sais comment je faisais, voilà, une pochette comme pour les vaccins, je rajoutais un petit truc congelé pour maintenir au frais, mais il vaut mieux que vous demandiez à un professionnel, selon ce qu'ils ont eux à vous prêter, selon le déplacement que vous avez à faire. Le but étant que l'injection reste toujours en dessous d'une certaine température. Alors, pour le combo échographie, prise de sang, donc pour le suivi sur toute la période où vous êtes stimulé, donc du J1 jusqu'au jour de l'ovulation.
Là, l'organisation va dépendre des centres. Donc moi, j'ai connu 2 types d'organisation. Dans mon premier centre de PMA, j'allais faire une prise de sang dans un laboratoire indépendant qui était près de chez moi, très tôt le matin avant d'aller bosser. Comme ça, la prise de sang passait inaperçue au niveau de mon rythme de travail. Et entre midi et 2, je fonçais à mon centre de PMA, qui lui avait reçu en urgence les résultats de prise de sang, et là j'avais droit à ma petite écho entre midi et 2. Alors dans mon nouveau centre, le fonctionnement est différent. C'est ouverture des échographies à 8h, sans rendez-vous précis, donc première arrivée, première servie, et prise de sang à faire dans la foulée, avant ou après, à l'hôpital. Voilà. Ah, c'est pareil, je vais pas m'épancher sur lequel des deux fonctionnements était le plus confortable. Généralement, on n'a pas spécialement le choix de son centre et on va pas faire la fine bouche sur la façon dont ils s'organisent. Eux, ils font au mieux aussi par rapport à leurs possibilités et leurs services. Donc à nous de nous organiser aussi par rapport à notre rythme de vie et notre travail. Donc par rapport au travail, justement, j'ai pas de conseil général à donner parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous faites dans la vie. Il y a des métiers où on va commencer relativement tard, donc on a le temps de gérer tout ça avant. Il y a des métiers où au contraire il va falloir s'absenter, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle à son employeur? Est-ce qu'on en parle à ses collègues? Ça devient vite un peu louche de s'absenter comme ça de manière régulière. Moi, voilà, dans mon cas, j'avais fini par en parler parce que je commençais à avoir des regards un peu inquiets de personnes qui s'imaginaient que j'avais une maladie grave ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une partie qu'on n'imagine pas trop au niveau de la PMA et qui est pas évidente parce qu'on n'a pas forcément envie d'étaler sa vie sexuelle et son échec de procréation à toute son équipe de boulot. Il peut y avoir des gens qu'on n'aime pas spécialement, on n'a pas spécialement envie qu'ils soient au courant, et puis même on n'a peut-être pas envie de mettre son chef au courant pour la suite de sa carrière, je suis en projet bébé, enfin voilà. Donc ça, c'est un peu la galère. Après, au niveau de la loi, depuis 2016, les couples qui sont dans un protocole PMA, donc l'homme et la femme, ont une autorisation d'absence pour tout ce qui concerne les examens obligatoires de la PMA. Ça peut être bon à savoir si on vous enquiquine au niveau de vos absences. Donc là voilà, c'est un peu le conseil bof-bof, c'est-à-dire que j'ai pas de solution miracle en fonction de son travail. À vous vraiment de voir ce dont vous avez envie, et l'envie elle peut changer en fonction de l'avancée dans le parcours. Vous pouvez avoir envie de discrétion au début de votre parcours et donc de pas en parler à toute votre équipe du boulot. Et puis si ça s'éternise un peu au bout d'un moment, voilà, c'est quand même plus simple que les gens soient au courant. Donc là, voilà, pas de conseils, vous faites bien comme ça vous arrange en fonction de votre métier et du fonctionnement de votre centre aussi. Voilà, on rediscutera dans une autre vidéo justement de la communication avec les autres quand on est en parcours PMA. Ensuite, alors, le jour de l'insémination ou de la FIV, ou même si c'est un rapport sexuel libre, enfin chez vous, ce sera quand même programmé. Là, on vous donnera normalement un timing précis du moment où il faut venir en centre ou du moment où vous devez avoir un rapport avec votre conjoint. Pour le rendez-vous en centre, c'est notamment par rapport au recueil du sperme. Pour qu'il y ait un respect du temps entre le recueil du sperme et le moment où il sera mis en relation avec les ovules. Ah oui, alors, sujet qui peut être plus ou moins délicat selon les centres, l'arrêt. Donc, on est d'accord, une insémination, c'est pas non plus une opération à cœur ouvert, une ponction, c'est pareil, on vous a pas arraché un bras, donc peut-être que votre centre vous dira: «C'est bon, la vie continue, hop, 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 au boulot». Bon, moi, mon point de vue, il est un peu plus mitigé, c'est-à-dire que même si une insémination, c'est pas super, super fatigant, ça peut être bien quand même d'avoir une journée d'arrêt, ne serait-ce que pour se reposer et pour pas avoir à renchaîner sur la journée de boulot. Après, t'aller les quatre pattes en l'air, se faire glisser un cathéter, voilà, voilà. En plus, ça peut parfois entraîner des petites contractions utérines, donc c'est quand même mieux d'être au repos chez soi. Alors, concernant la ponction, je vais être encore plus sévère. Je pense à ma propre expérience, on a parfois eu des ponctions avec 20 ovocytes, donc super dans l'idée parce que bien, bien productif. Par contre, 20 ovocytes, ça veut dire qu'il y a eu 20 piqûres dans la paroi vaginale à un moment donné. Ça se ressent quand même, et on s'en remet pas comme ça, surtout si on a été stimulé plus, et qu'on a du coup voilà, récolté l'équivalent de 2 ans d'ovulation.
Clairement, ça peut être douloureux, sans que ce soit la pire des douleurs du monde, mais ça peut être bien d'avoir quelques jours quand même d'arrêt pour s'en remettre. Donc n'hésitez vraiment pas à demander soit au centre de PMA, si vous voyez qu'il tique un peu, à votre médecin généraliste. Moi je trouve que vous avez totalement le droit à ce moment-là, c'est pas des jours volés, vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose de rigolo et de facile pour le corps, donc à un moment donné, il faut savoir aussi lâcher prise et se prendre 2-3 jours où vous mettez le corps en repos pour donner le plus de chances de réussite. Et après, oui, je suis d'accord avec les personnes qui disent que la vie continue, on ne s'arrête pas dès qu'on a eu une ponction, un machin, voilà. On met quelques jours pour s'en remettre, et puis après, hop, on reprend le boulot, et on change les idées, la vie continue. Donc après, selon le protocole qui a été choisi, et selon la pathologie que vous avez ou pas, plus ou moins d'hormones à prendre en complément. Donc la plupart du temps, ce sont des hormones à prendre par voie vaginale, voilà. Et il n'y a pas d'heure fixe, mais on demande souvent une régularité. Alors attention, petit conseil spéléopratique, pas glamour, mais qu'on est content d'avoir entendu au moins une fois. Donc vous pouvez avoir 2 types d'hormones. Donc ça, voilà, progestérone, donc plutôt des grosses capsules, et des petits cachets, donc là c'est du Provamès. Voilà, souvent on vous donne les deux en même temps. Donc là, ce qui peut être bien, j'ai dit qu'on était dans du pratico-pratique, pas glamour, hein, c'est de mettre d'abord les grosses capsules et ensuite la petite capsule. Parce que si vous faites l'inverse, si vous mettez d'abord la petite capsule, en mettant la grosse capsule ou les grosses capsules, il se peut qu'en retirant vos doigts de là où ils étaient, vous enleviez la petite capsule sans vous en rendre compte. Voilà. Donc, grosse capsule, et après petite capsule. Ensuite, donc quand je disais qu'on allait dans le pas glamour, on va dans le pas glamour. Je vous conseille d'aller insérer ces magnifiques petites capsules après être allé aux toilettes. Parce que parfois, au moment du passage aux toilettes, tout est poussé dehors et les capsules que vous venez juste de mettre ressortent. Et du coup, c'est un peu la panique à bord, on ne sait pas s'il faut en remettre, on ne sait pas s'il y a déjà eu du produit qui est passé, on ne veut pas être surdosé non plus. Donc voilà, fort de mon expérience, passage aux toilettes d'abord et après les capsules. Ensuite, le non-glamour ne s'arrête pas là. Donc ces capsules vont relarguer toute la journée, enfin notamment celle-ci, une espèce de pâte blanche, bien collante, bien dégueu, toute la journée. Donc au démarrage, on se fait un peu avoir, on met une culotte normale, et puis on se retrouve trempé très rapidement, une espèce de pâte blanchâtre toute grasse. Voilà, sympathique. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre des protections comme si vous aviez vos règles. Alors c'est pas un flux comme s'il y avait des règles, mais c'est une consistance qui va tâcher tout autant. Donc soit protection normale, protège-slip. Après protège-slip tout fin, moi je trouvais que fallait en changer quand même. Je parle du tout fin, il fallait quand même en changer régulièrement. Donc ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est carrément la culotte de règle. Hop, voilà. Parce que ça me gonflait d'être en protection serviette ou quoi pendant de l'ovulation jusqu'à la fin du cycle, et de remettre ça après pendant les règles. Donc ça fait qu'on reste 3 semaines avec des protections hygiéniques pas top ni pour l'environnement ni pour nous, notre aération. Donc j'ai fini par investir dans les culottes de règles et qui au moins font la totale. Pas que la capsule ressorte entièrement, mais s'il y a une espèce de pâte blanchâtre qui se forme et qui est évacuée, c'est normal. Le produit, lui, est bien absorbé par le corps. Donc voilà, c'était pas glamour, c'était annoncé, mais c'est quand même pas mal, je trouve, de le dire. On n'est pas là pour faire des chichis de tabou au point où on en est, plutôt que de se confronter à des prises de tête de j'ai la moitié qui est ressortie, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je reprends un, est-ce que je vais pas me surdoser, etc. Donc là, voilà, au moins c'est pratique, efficace, et puis voilà, si ça peut rendre service, c'est mieux. Donc voilà, alors j'espère que les petits conseils, ça vous a pas noyé, ça vous a pas noyé. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo tranquillement une fois que vous êtes dans votre protocole, étape par étape, selon où vous êtes dans le cycle.
Et de manière globale, ce que je dis assez souvent dans les vidéos, anticiper. Franchement, je trouve que l'anticipation, c'est la clé pour s'alléger au niveau stress, anticiper les papiers, anticiper les ordonnances, vérifier qu'il y a bien tout sur l'ordonnance, passer à la pharmacie le plus tôt possible dès que vous avez l'ordonnance. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations bloquantes et super stressantes. Notez également un maximum d'informations dans votre agenda ou dans un petit carnet avec ce que vous devez prendre tel ou tel jour. Dès que vous avez la PMA au téléphone qui vous donne un résultat, qui vous demande de venir, tac, on note. Le jour de la ponction, par exemple, on note l'horaire du mari, on note avant tout ce qui est abstinence, par exemple, ou enfin, on note vraiment tout ce qu'on nous dit, parce qu'au bout d'un moment, même si sur le coup de fil, on a bien les idées au clair, 2-3 jours après, on peut être stressé de plus être sûr, d'avoir bien compris, bien entendu. Donc notez tout au fur et à mesure, dans un agenda ou dans un carnet. Voilà, donc aujourd'hui, c'était vraiment description non médicale, mais pratico-pratique d'un cycle lorsqu'on suit un protocole en PMA. Si vous voulez des infos plus médicales, je dis, moi je vais pas redire ce que disent des sites plus scientifiques, vraiment très bien faits et qui ont une équipe dédiée pour ça. Donc typiquement le site fif.fr qui va tout vous expliquer, l'insémination, par où ça passe, comment ça se passe. Pareil pour la FIV, pareil pour ce que font les hormones que vous prenez, etc. Moi, ce que je voulais vraiment aujourd'hui, c'était, fort de mon expérience, vous donner des conseils pratiques d'organisation. On est à la maison avec son ordonnance, quand, comment, qu'est-ce que je note, j'ai mon traitement, comment je fais par rapport à mes horaires, par rapport à mes habitudes, par rapport à mon organisation. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à vous organiser, à y voir plus clair et que ces petits conseils vont vous enlever une toute petite part, du stress, lié à la PMA. Voilà, et ben, bon protocole, bon parcours et puis, à bientôt!